Je suis le duc revenant d'Aldelio, le duc de la mauvaise mort. Je survis en exil sur un archipel où toutes les fonctions humaines tournent absurdement dans le vide. Bienvenue au pays des morts. Eux, ce sont des fantômes. Ils ne cessent d'expirer dans la nuit rouge de l'archipel. Œuvre de mort sur œuvre de mort, ils dévissent dans l'abîme. Leur devoir de pantomime mortifère veut qu'ils rangent démons, empire, émonde et charisme. Mais l'abîme demeure, qui les pétrit dans sa froide fibre saliveuse, les aspire et les restitue à l'oubli d'eux-mêmes. En d'étranges, si étranges pièces de sommeil. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 8. Cette semaine, diffusion de la deuxième partie de notre entretien avec le cinéaste, poète et musicien F.J. Ossan, réalisé le 8 septembre dernier. Cet entretien a été mené par El Comandante et Benoît Delaune. Elle a été montée et masterisée par Valentin. Donc on tourne à toute vitesse et on le voit quand même parce qu'on était limite... c'est la chute vertigineuse parce qu'il y a les températures de couleur en couleur. Ce qu'il n'y a pas en noir et blanc. Donc il n'y a que le diaph. Voilà. Et finalement, quand j'ai vu les rushs, ça m'a beaucoup plu parce que tout était bleuté. Parce que justement, il n'y avait pas le filtre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et l'idée est venue puisque j'avais tourné également, on avait squatté une journée à l'INA, au studio vidéo. Et donc j'avais pu faire le tournage comme ça de propagande avec Barbout. Donc l'idée est venue vraiment de conserver. Et ensuite, comme j'avais des scènes couleurs et des scènes noir et blanc, tout ça vu au montage, il fallait que je fasse la copie standard sur un négatif couleur pour restituer le noir et blanc et la couleur. Et là, les idées de monochromie sont arrivées. Et donc il y avait une copie zéro. Enfin voilà, mais je ne vais pas parler sur tout ça, non ? Oh, c'est très intéressant. Mais en tout cas, c'est ça qui a originé, disons, la restauration, parce qu'à la restauration, donc, il y avait un négatif un peu malmené. Tous mes films avaient des négatifs un peu malmenés, parce que bien sûr, Branco n'avait pas payé un internégatif. Donc il n'y avait qu'un seul négatif un peu fatigué pour les chiennes. Et on a eu la chance de pouvoir restaurer les films. Et le Trésor des chiennes avait été... l'affaire Division Morituri avait été gonflé d'après un procédé qui n'existe plus, qui était vraiment intéressant, puis c'était un gonflage direct, ampliation, du 16 mm au 35. Mais le problème, c'est que il y a moins de détérioration par les supports, mais on n'avait pas de négatif 35. Et alors là, ça a été génial, parce qu'on a pu comme ça avoir un négatif 35 mm sécurisé, et puis revenir à l'idée de cette copie zéro, qui était une copie bleutée, puisque on avait soit dans l'orangé, soit dans le bleu. Évidemment, le distributeur de l'époque avait attendu qu'il y ait la subvention, n'avait rien fait. Et après, il fallait aller à toute vitesse pour avoir la copie à temps dans les salles. Et donc, la copie zéro a servi d'épreuve test, si je puis dire, puisque... Non, elle a servi pour les premières projections de presse, puisqu'on démarre 2 mois avant. Il m'a dit non, c'est pas possible. Donc, on avait tiré pour les copies standards, il y avait 5 ou 6. Le noir et blanc, en noir et blanc. On avait fait une couleur à chaud, puis ça passait à la couleur. Puis voilà. Il y avait juste la dernière bobine qui avait ses variations et de monochromie, où j'avais le désert jaune, des passages au vert. Voilà. Puisqu'en gros, en couleur, on est entre le rouge, le chaud, et le bleu et le vert, le froid. Voilà.
Mais donc, après, les scènes de monochromie, c'est très intéressant, enfin, c'est amusant. Et donc, ça me plaisait. Et donc là, le film qu'on peut voir donc, à Rennes en ce moment, est la copie restaurée, et qui est finalement un petit peu la copie rêvée, puisque c'est un film en noir et blanc et en couleur. Mais ça a été une erreur, parce que le noir et blanc, c'est pas comme dans les chaînes où on avait quand même très beau noir et blanc. Mais j'avais des passages, par exemple, il y a la poursuite avec Lionel Tuat va très vite parce qu'il y avait des effluves. Donc il y avait des effluves, j'avais des émulsions un peu fatiguées, et donc j'ai dû swinguer au montage aussi à travers ces aléas techniques. Et donc j'avais pas un noir et blanc d'une seule venue. Alors que cette bleuisation de la pellicule égalisait les supports et c'était chouette. Oui, mais ça justement c'est intéressant dans le cadre du processus de création, la question des contraintes, parce qu'il y a donc souvent des choses qui se passent sur un tournage qui n'étaient pas voulues, que ce soit des contraintes économiques, des contraintes de temps, de climat, tout ça, mais tu arrives à faire de toutes ces contraintes et ces imprévus justement une force, et c'était Jean-Louis Letras, donc le théoricien du cinéma et notamment du western, qui disait que chaque film est un document sur son propre tournage. Et toi, ça se voit dans tes films. On sait qu'ils sont très écrits, qu'ils sont très pensés, mais il y a toujours ce sentiment de réussir à de faire d'une force des contraintes. Et il y a du coup un sentiment de bascule qui se crée et qui redonne justement comme une énergie à tes différents personnages. Moi, j'irai plus loin. C'est-à-dire que je pense que... Enfin, cette spécificité du cinéma est ce qui m'a fasciné. C'est pour ça que le numérique m'intéresse beaucoup moins. Parce que ce qui est quand même extraordinairement difficile dans le cinéma, moi qui n'ai jamais fait de retake, parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est le fait que... Voilà, c'est comme un livre qu'on écrit. On écrit un chapitre le matin, un chapitre l'après-midi, un chapitre le matin, un chapitre l'après-midi. Et après, on n'y retouche plus. On ne fait que du montage. C'est qu'on ne peut pas réécrire. On ne peut pas retoucher comme un tableau, on peut le retoucher. On ne peut pas réécrire comme on peut réécrire. Ah non, on ne peut faire que du montage, comme du cut-up. Voilà. C'est-à-dire que tout a été écrit le matin et le soir. Et il y a des scènes qui sont perdues quand c'est raté, si c'est raté. Alors sur le dernier, où on a tourné que 6 semaines, c'était très dur. J'avais un excellent assistant, Luc Catania, mais c'était au cordeau, quoi, vraiment. Si je ratais une matinée... c'était vraiment dommageable pour le film. Et donc cette idée de faire comme ça avec les éléments, c'est ça aussi la dimension de l'alchimie et la magie, on pourrait dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'un virage du soleil. Des idées qui viennent. Il pleut où il devait faire soleil. Il y a une autorisation qui ne vient pas. Enfin, voilà. Alors à la fois, ça existe tout à fait dans la poésie. Puis la poésie, c'est pas du travail. Enfin, ça peut l'être, mais je pense pas. Et c'est comme ça que Coleridge, par exemple, il y a des poèmes perdus parce que ben voilà, parce qu'il avait pris un peu de l'eau d'Alone, je ne sais pas, on l'a appelé, on l'a dérangé. Et Kubilai, il n'a jamais été fini. Et ça allait être le grand œuvre. Et donc, il y a aussi ça dans la poésie, mais plutôt dans la... Parce qu'il y a comme ça l'urgence, c'est pas la littérature, enfin, c'est la différence aussi, enfin, je ne sais pas comment dire. Donc il y a un côté un peu hasard objectif par moment, si on reprend le vocabulaire du surréalisme. Voilà. Et d'une certaine manière, tu t'inscris, le terme n'est pas très bon. Quand tu dis finalement on n'a pas l'autorisation, c'est pas grave, on se débrouille, on n'a pas ci, on n'a pas ça, etc. Moi ça me fait penser par exemple au film des Straub, ou même à Godard en fait, qui dit si je devais filmer, qu'il ne devait pas pleuvoir, il se met à pleuvoir, c'est pas grave, on le fait quand même. Oui, c'est Cocteau qui a tout théorisé déjà, hein, parce que moi je recommande dans les livres essentiels, il faut lire La non à différentes natures, il faut lire, après j'ai découvert Bresson bien sûr, mais La non à différentes natures, Entretien sur le cinématographe de Cocteau qui est tout à fait capital, et Naissance de la tragédie de Nietzsche. Voilà. Et avec ça, on a le bastingage, voilà, pour la théorie. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours le même rêve. Hein. Déjà, la tragédie, telle que l'a décrit, en préparant le coup d'État d'Art Total, il y a les mêmes problèmes d'ailleurs que dans l'opéra. C'est-à-dire que souvent, le cinéma est un éléphant qui accouche d'une mouche. Hein. Et... Mais disons que le cinéma, c'est pour ça, ça n'a pas été que commercial, je rigole en disant, puisque c'est la seule façon dont j'ai gagné un petit peu d'argent quand même, entre ça, et quelquefois des bourses, des machins, etc. Mais j'ai vécu modestement tout le temps, mais voilà. Mais j'ai fait que ça, quoi, l'imbécile, toute ma vie. Et donc, pour moi, c'est quand même l'expression... Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, j'aurais peut-être pas cette passion, mais j'y croyais encore. Disons que dans les années 80, je me dis, ça y est, on va être la dernière génération, mais on peut encore tout brûler,
tout faire. Enfin, voilà. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'art de l'hypermatérialisme. Au sens alchimique du terme, pour moi, l'alchimie, c'est l'hypermatérialisme. Enfin, voilà. J'aime ce côté d'organique. Voilà, parce que voilà, comment dire, la prosodie, c'est le montage. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'équivalence. Enfin, je sais pas comment dire, le rythme, voilà. Et la nécessité au sens où, au vrai sens du terme, quoi. Mais c'est pour moi, je peux faire moins de films. Bon, au début, je pensais faire beaucoup de films. J'en fais peu, mais c'est vrai que quand je fais un film, je mise tout, quoi. Je brûle les bateaux, sans retour, comme Cortés. Et dans tes films, en fait, moi, j'ai l'impression que par moment, il peut y avoir des passages qui... Enfin, si je me mets dans la tête d'un autre cinéaste, il y a des passages qui seraient inutiles, entre guillemets. C'est-à-dire que tu laisses justement le temps une action de se dérouler qui peut être d'une banalité totale. On sert des verres, par exemple. Et en fait, c'est pas du tout banal parce que justement, ça crée quelque chose. Et puis, d'un autre côté... J'ai l'impression que dans tes films, il n'y a aucune rustine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène qui soit là pour essayer de faire en sorte que la narration colle le plus possible. Là, c'est une idée de narration un peu fourre-tout, académique, quoi. Oui, mais après, quand je disais que c'est... C'est-à-dire que chaque plan est essentiel. De façon générale, disons qu'un film, c'est comme la grande épreuve, quoi. C'est comme on part en enfer, quoi. Ça va être terrible, en général, tout le temps. Hein. Je le sais, c'est difficile, quoi. Mais c'est jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout, mais est-ce qu'on va y arriver, je ne sais pas. Et donc, et on sort complètement, je sors complètement transformé des films, quoi. Chaque film, il y a la vie avant et la vie après. Et de même, après, j'écris. Mais après, un film, je ne sais pas comment dire. Il y a des choses qu'on a écrites, on peut les faire, on ne peut pas les faire, mais il n'y a pas que ça. Et d'un seul coup, le film trouve sa gravité, quoi. Son point de gravité. Et là, il y a des choses qui vont plus. Alors ça, oui, on doit faire des choix. Il y a des choses, mais ça sert à quoi? Et donc, et à la fois aussi, je suis ma propre deuxième équipe. C'est-à-dire, dès le début, j'ai adoré faire des plans vides. Et il me fallait des plans vides. C'est-à-dire que des plans de soleil, des choses comme ça, que j'essayais de faire un peu à temps perdu, en ayant une caméra de secours, quelquefois en repérage. Enfin, oui, parce qu'un film, c'est vraiment, pour moi, un cycle de vie et de mort fermé sur lui-même. Et le plus difficile, c'est sans doute la préparation. Parce que, après, souvent, je finis par arriver à démarrer la production. Ça peut durer 4 ans. Là, c'était le pire, c'est le dernier film. J'ai presque perdu 4 ans. Tellement tout le cinéma était financiarisé par ces années François Hollande, etc. Ou alors, il y avait l'annexe 2, l'annexe 3, le truc. Donc, avec des salaires énormes, des charges énormes. Donc, en fait, on peut être libre quand on a des films de moins d'1 million d'euros, presque. Au moins, comme ça, on peut dire à tout le monde, vous êtes d'accord, tout le monde est au SMIC. Hein, enfin, je rigole, presque ça, oui, puisque tout le monde a été payé de façon communiste sur Darmaguns, mais on n'arrive pas à faire le film. Donc, que ça soit le réalisateur ou le dernier assistant, est payé pareil. A été payé pareil, et donc ça aussi, ça solidarise, mais ça crée des obligations dans le collectivisme, disons. Mais alors, tout ce qui est très difficile pour moi, c'est la préparation. C'est-à-dire que la préparation, c'est le casting final, le choix des lieux. Là, c'est que des choix drastiques. On passe de 60 décors à 35, ou moins, hein, mais bon. Mais quelquefois, dans les scénarios, tout était possible. Et on passe d'un film à 5 millions d'euros, budgété par les gars de l'annexe 3, à 800 000 euros maximum, quoi. Et donc, il y a quand même des grands choix, mais ça n'empêche pas qu'on va faire le film. Et là, le film a été très très difficile avant, mais en fait, on a failli sombrer à 1 mois de l'avance, puisqu'une productrice m'a laissé tomber. Et là, on a repris le film, puisque j'avais OSS 100, etc., avec un coproducteur, un Portugais formidable, qui est Luis Urbano. Et le film a curieusement été presque, je sais pas, c'est idiot, mais un conte de fées. C'est-à-dire une merveilleuse entente quand même, avec des gens de bon caractère, ce qui est important. C'est rare aussi les gens qui on peut se friter avec quelqu'un et qui accepte l'idée que demain est un autre jour. Et donc que tout puisse recommencer, ça c'était bien. Alors que j'ai eu des films où il y avait comme ça des constrictions et des inflammations de jour en jour, quoi. C'était terrible. Enfin, voilà. Et alors aussi, ce qui me plaisait beaucoup dans le cinéma, c'est que contrairement à la vraie vie, il n'y a que des gens qui font des choses, qui savent faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a tous les métiers.
Et chaque métier est essentiel. Donc j'ai l'impression aussi d'être dans le passé, un peu médiéval, puisque j'ai toujours été passionné par le Moyen-Âge. C'est-à-dire, voilà, il y a des gars qui cognent le métal, qui tranchent, qui taillent, qui peignent, qui poussent, et tous sont essentiels. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris sur les chiennes que le gars qui faisait la fumée, il avait l'air d'un con assis sur sa machine à fumer, et il dispersait la fumée, mais il la dispersait mal, et pouf, on avait une touffe de fumée qui venait pornographier le plan, ça n'allait pas du tout. Il fallait refaire le plan. De même, le machinot qui, lui, est là, et qui, même si c'est Darius Khondji, le pauvre Darius, il est seul sur son travelling, quoi. Alors que c'est le machiniste qui, lui, rattrape, qui a compris l'esprit du plan, qui voit qu'un acteur est en retard sur l'autre ou autre chose, et qui permet aux acteurs de se rattraper, d'harmoniser tout. Enfin, voilà. Donc, tout le monde est très important. Et également, c'est un art aveugle. Alors, je parle que du cinéma argentique, puisqu'on voit les rushs bien plus tard. Et c'est grâce à cet aveuglement, à cette non-visibilité du film, que je crois que souvent les plans sont bien mieux. Il y a des choses qui sont quelquefois bien meilleures qu'on aurait pu y rêver. Parce que justement, c'est le produit d'une tension collective dans la même direction. Et voilà, et puis on va peut-être finir après, mais c'est vrai que sur le dernier film, j'ai pu rééprouver comme c'était génial de tourner en argentique. Parce que je ne sais pas comment on fait pour... ça fait qu'il y a une discipline organique. Puisque j'ai tourné avec 2 jeunes acteurs qui n'avaient jamais fait de film. Bien sûr, il y avait des gens fabuleux comme Pascal Grégory, qui était un être tout à fait exceptionnel, ou le très regretté Gaspard, qui était vraiment un type qui avait une part de génie qui n'a pas été utilisée, mais avec un génie de certains acteurs français des années 30. Je me suis disputé avec Jaco là-dessus, il disait « Oh non, mais vous racontez n'importe quoi au sang ». Si, c'était incroyable comme il était dense, et ça l'amusait beaucoup de venir faire ce petit rôle, puisqu'il ne pouvait pas faire plus après. Voilà. Et d'autres acteurs qui n'avaient jamais tourné en 35. Oui, mais que ce soit en 16 ou en 35. Donc, ce qui coûte est précieux, comme dirait l'autre. Et puis d'autant qu'à partir du milieu des années 2010, vu que la pellicule était de moins en moins utilisée, elle était aussi de plus en plus chère. Oui, pas tant. Enfin, ça a coûté, mais en fait, tout a coûté. En fait, je veux dire, le coût de la pellicule sur un budget moyen inférieur est rien à côté de... C'est quand même dingue que les gens puissent pas... qu'ils soient radins au point de même pas pouvoir payer la pellicule à leur film. Alors, ils disent, on avait que 3 ou 4 millions d'euros, tu vois, bon, voilà. Moi, j'ai fait quand même Morituri pour 400 000 francs. Ah oui. Oui, voilà. Donc, il y a bien un truc qui ne va pas. Mais c'est vrai que tout coûte, et sauf les choses importantes et réelles. Et alors, avec ce système qui est atroce, parce qu'on n'arrivait pas à sortir l'argent de l'avance sur recette. Donc, parce que j'avais l'avance sur recette, j'avais une grosse région de 250 000 euros quand même de l'Aquitaine. J'avais la franco-portugaise. Mais non, mais le bon argent socialiste, c'était quoi? C'était l'argent des banques, que nous n'avions pas. Et l'argent des télévisions. On regardait la qualité des programmations de cinéma sur les télévisions. Hein. Et donc là, c'est la pure aberration. Et alors après, il y a encore d'autres choses qui sont graves, je trouve, parce que j'aime beaucoup Nicolas Sornaga. C'est le social qui émascule l'artistique ou la création humaine. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un film sauvage qui était Morituri, mais après, on a bricolé ça, c'était un film sauvage. Et Bourgois avait dit, ah oui, je suis fier parce que j'ai donné 250 000 francs d'avance sur recette. Au sang qui n'en demandait que 210 500. Oui, voilà. Mais à l'époque, c'était très peu, donc c'était l'avance après réalisation. Mais c'était pas un drame, on était un film sauvage. Alors que justement, quand il n'y a pas un producteur qui a fait les fausses factures, eh bien, le film est irrémédiablement censuré dans un monde de subventions. Non, mais regardez le nombre d'entrées que font les films en salle, regardez comment ça coûte de faire des affiches, de payer des projections de presse, de payer... Alors moi, justement, nous, les films de reprise, il n'y a plus d'attaché de presse. Moi, j'ai une amie qui m'a aidé gratuitement par amitié, un petit peu comme ça, en faisant un mailing, c'est tout. Il n'y a pas de quoi se payer non plus des projections de presse, parce que ça coûte très cher. Mais alors tout ça, et tout est un petit peu sous perfusion, c'est pour ça que le cinéma est sans doute en difficulté si ça continue. Parce que tout le système d'autofinancement du cinéma par le cinéma risque de s'épuiser s'il y a si peu d'entrées. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Claude Pelliot was here. Son jet scratché à basse altitude sur le Walhalla. 24 décembre 2002 signale la boîte noire de Norwich. Ceci est un poème radio-balise carbonisé.
L'appel désespéré d'un monde d'images trouées de nuit. Poème atoll de métal et de sang. Nous y sommes, c'est-à-dire nulle part. Ni Europe, ni Amérique. Un océan ou deux nous sépare. L'autre côté tatoué sur un jet de lumière. Un océan qui n'a jamais été le berceau d'une civilisation. Je vois les gens qui nous dénigrent. Le hasard en poudre oblitère l'aquabond d'une pensée. Europe, America balbutie à l'intérieur du vieux génome angoisse blanche, sans trouver des trois passages menant à l'antiquité de Bering. Another side of France, another side of America, a song for Europe. Opale anxieuse comme l'astre théorique. Opale, j'ai dit oui. Opale, miroir, fleur de l'ouest noir. Opale, les feux de tes yeux résonnent encore dans le tambour de mes nerfs. Opale, ne demeure pas dans ce ciel d'os que je hais. Comme je hais tout ce que j'écris. Another side of France, another side of America, a song for Europe. Guido, c'est l'heure, lorsque tu te retourneras, dis-toi que c'est final, on se regardera, le cul par terre, la tête explosée par le sourire vertical. Hey man, keep it cool. Invisible invasion des nuits muettes. Did the fight on Libertalia front? Yes, we did. Captain Mission was a friend of mine. Opale vient voir ses filles tomber d'un mouchoir. Suinte d'aurore et nac cueillie au doigt. Changer ou disparaître. Je n'irai pas par 4 saisons. Les fleurs se quittent sans se reconnaître. L'air est comme une bouille de fer. Vie multiple passée dans les mémoires rapides d'une intuition de ce monde. Les yeux s'ouvrent sous la découpure du prince Cutter. Et voyage. Provoquer des situations et garder les notes pour vous seul. Qui parle est déjà mort. Action. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était en 97-98, avant qu'on se connaisse. Ouais. Et c'était une interview de Claude Pellieux qui disait « Ah bah oui, j'ai des copains qui font ci, enfin il parle de Bulto, de Messager, etc. » Et puis j'ai aussi un copain qui s'est tourné vers la vidéo, FJ au 100. Et la première fois que j'ai vu Docteur Chance, moi je m'attendais à un film de vidéo, plutôt film expérimental, film d'artiste, comme on a pu voir à certaines périodes. Et tout à coup, je me suis trouvé face à un film narratif de long métrage. Et ça a été, alors pas un choc, hein, mais je me suis dit, tiens, mais c'est curieux. Voilà, FJ au 100 utilise la narration. Dans les 59 jours, il y a un moment donné, et c'est Michel Collery qui le cite dans son livre, tu parles toi-même du fait que par moment, on considère que tu as des narrations inachevées, je crois. Il me semble, ça doit être le mot que tu utilises dans les 59 jours. Et tu dis, c'est ce qu'on me reproche. Et ce qui me semble intéressant, justement, c'est que tu as choisi, toi, d'aller vers un cinéma narratif. Pas du tout type Kenneth Anger ou je ne sais quoi. Mais par contre, j'ai l'impression que tu t'es inventé presque tes propres codes narratifs. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'on a l'impression dans tes films qu'à un moment donné où les personnages, tout à coup, se frappent la tête contre le cachot splénétique. Et on a l'impression que tu t'inventes une forme, en fait. Et que ce soit dans Les Chiennes ou d'Armaguns ou dans Neuf Doigts, on a l'impression, alors tu vas peut-être hurler quand je vais dire ça, mais on a l'impression que finalement tu fais une œuvre. Ah bon? Bah d'abord la vidéo, parce qu'en fait, on s'était un petit peu quitté dans les années 80, tout début des années 80, avec Claude. D'ailleurs, je crois que c'est vers cette période qu'il y a eu un trou aussi, parce qu'il a eu un accident à l'artérite, etc. Mais c'est vrai que la dernière revue, le dernier numéro de revue, où il y avait justement un texte de Pellieux, après le numéro spécial qui était le numéro 6, il y a eu le 7, et qui s'appelait Hiver sur les continents cernés, comme après là. Et à la fin, il y avait un long texte qui s'appelait Vidéoscript et chant tribal pour exhumer
Les Revenants de l'Apocalypse électrique. Voilà, ça s'appelait comme ça. Alors c'était McLuhaniste, enfin c'était l'Apocalypse électrique, c'était McLuhan, voilà. Mais enfin même pas, c'était un projet comme ça de récit et en fait, non, c'était utiliser des fragments comme ça, tu connais le texte. Et justement, qui était vraiment à la recherche déjà de quelque chose d'un récit audiovisuel, enfin, image et son, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il devait utiliser le mot vidéo. Et donc, comme on a parlé tout à l'heure du virage, là, quand j'ai fait le premier film, et après j'ai fait que du cinéma. Par moments, on a l'impression que tes personnages se heurtent à un réel qui les dépasse totalement, que ce soit dans Les Chiennes, dans Neuf Doigts. Et tout à coup, ce que je te disais tout à l'heure, on a l'impression que ça s'enlise. Et quand je dis s'enliser, c'est pas du tout péjoratif. Et on a l'impression qu'ils sont enlisés dans une espèce de matière, de gang, de boue. Et côté un peu alchimique aussi, d'une certaine manière, qui revient. Oui. Je sais pas. C'est-à-dire que tu parlais de repas. Mais aussi, il y a ça qui est dans le cinéma et dans le visuel, qui n'est pas dans l'écriture, dans la littérature. Mais par exemple, tout ce qui est repas. C'est des figures de style essentielles dans la peinture, voilà, depuis la scène ou enfin je sais pas. Et c'est vrai que dans les films, c'est pour ça j'ai fait un repas où les gens mangent des trucs secs, ils boivent dans Les Chiennes. Alors donc il y a ces passages qui sont un petit peu comme des scènes de poursuite, les repas, c'est quand les gens boivent parce que les bars c'est quand même. Alors ça c'est plutôt existentiel. Les cafés c'est essentiel. J'ai rencontré des gens, je suis toujours comme un copain avec les barmen. Des grands hôtels. Quand j'y séjourne. D'où le barman dans Neuf Doigts, par exemple. Voilà. Oui, parce que les cocktails, il y a des connaisseurs, il y a des bons préparateurs. Enfin, autrefois, je ne sais plus comment c'est maintenant. Alors, sans liser, je ne sais pas, les mauvaises langues disent que je fais toujours le même film. Ce qui est pour moi pas vraiment un défaut. Ce qui fait penser à une œuvre, justement. Ah, je ne sais pas, parce que j'essaye, au contraire, j'ai toujours essayé de prendre des préceptes de départ complètement opposés. Et c'est vrai, il y a quand même des films lents et des films rapides. Parce que Moritué, il y a 987 plans de montage, de coupures. Donc c'est pas qu'il y a 987 plans, mais il y a quand même 987 coulures, puisqu'on a fait le montage négatif. Et par contre, Les Chiennes, c'est beaucoup plus lent, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Après, Docteur Chance, ça reprend fort la caisse. Et puis après, oui, il y a un film qui n'en est pas un, mais qui est la série des 3 courts-métrages. Puisque donc Silencio, Vladivostok et Ciel éteint. Voilà, qui sont quand même très importants. Ce qui fait que j'ai pas réussi à tourner de long métrage. Après c'est pas moi qui ai choisi le titre de trilogie. Triptyque du paysage. Oui. Non, j'avais fait Triptyque du paysage, mais cette idée trilogie est vieux au sang. Alors c'est vrai que c'est les 3 premiers films et 6-7 ans les séparent. Alors qu'après je me suis perdu en Argentine et en Russie d'ailleurs, où j'ai pas fait de film ni en Russie ni en Argentine. Et puis en France, j'arrivais pas du tout. Donc il y a eu ces 3 films qui ont été très importants et qui sont d'une autre tonalité un peu que mes films précédents. Silencio, c'est un film vraiment fait en 6 jours. 6 jours de préparation, mais voilà, sans scénario vraiment. Juste avec l'idée du silence. Et donc je suis parti avec un poème, je suis rentré avec un autre. C'est-à-dire que les mots qui sont dans le film ne sont pas ceux qui étaient écrits. Voilà. Je suis parti avec Landscape et silence. Landscape et silence, ouais. Voilà. Et puis là-dessus, les Russes m'ont invité à faire un petit film en Super 8 Vladivostok. Et là, ça a été un choc. J'ai eu un Satori à Vladivostok, je sais pas. Ça a été... Donc j'ai tout fait pour arriver à faire... J'avais un petit peu d'argent pour un court-métrage que je gardais pour faire un film. Pour être le démarrage d'un film en Argentine, puisque j'espérais faire un film autour de 200-300 000 $, quoi. Et puis j'ai jamais réussi à le monter. Et donc, comme entre-temps j'ai eu Darmageddon, c'est l'aide pour Darmageddon, ça, juste après Silencio, on a fait ce film à la frontière de l'hiver qui s'appelle Ciel éteint, et qui lui est inspiré du Ciel éteint, le récit que tu as publié. Le récit que j'avais publié à l'époque, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, bien sûr, Darmageddon, c'est un scénario original. Et non pas du tout de... Tous finalement. Voilà. Alors Silencio, justement, petite parenthèse sur Silencio. Donc moi je suis enseignant dans ma vie de tous les jours, et quand je parle de poésie à mes élèves de lycée, tous les ans je leur montre systématiquement
un film. Et je leur dis, je dis bon, la narration, le roman, on peut en faire un film de cinéma. Film noir, film ci, etc. Et je leur dis, mais d'après vous, ce serait quoi un film poétique ? Spécifiquement poétique, justement, et totalement poétique. N'ont pas d'idée. Je leur montre systématiquement Silencio en leur disant, regardez, est-ce qu'on peut pas dire, et la question que je pose, est-ce qu'on pourrait pas dire que Silencio, qui me semble un peu à part dans telle filmographie, c'est comme un espèce de... un retour aux origines, toi tu le dis toi-même, et en même temps, un film totalement poétique, qui serait une espèce d'équivalence entre la poésie et le cinéma. Voilà, c'est-à-dire que là, c'était un... C'est-à-dire que de même que je dis, oui, il faut écrire des romans, mais je pense que le cinéma, c'est vraiment le retour presque accidentel de pratiques qui ont dû exister, mais il y a peut-être 3000 ans, je ne sais pas, ou peut-être 2000 ou 1500. C'est vraiment lié à quelque chose presque lié à l'Antiquité, je ne sais pas. Oui, il y a le mythe, oui, mais dans la pratique, voilà, oui. Non, mais tout revient, c'est-à-dire que ça revient presque à la vraie poésie, enfin, je ne sais pas comment dire, à l'âge d'or de la poésie, c'est-à-dire qu'il y a des épopées, il y a des trucs, mais je pense que mais justement, le gros défaut du cinéma, souvent, c'est le roman. Je pense que le cinéma de roman va dans le mur. Surtout parce qu'il adapte, alors il use les arguments du roman, mais il n'a pas la force du roman. On oublie le roman parce qu'on a vu le film. Enfin, ça tue. Alors que je pense que le cinéma de poésie est beaucoup plus fort. Même s'il y a aussi une poésie narrative. Je veux dire, toutes les sagas, etc., c'est des narrations. Voilà. Donc il y a plein de genres multiples, beaucoup de genres cohabitent sous le terme générique de poésie. Et après, c'est vrai que j'étais intéressé par la poésie, mais aussi au sens de et Breton et Debord, de faire passer la poésie dans toutes sortes d'autres médiums, si on peut dire. Mais alors après, la poésie, c'est agaçant parce que tout le monde parle de poésie maintenant. On dit, c'est poétique, alors tout est poétique, alors ça devient chiant, quoi. Et c'est vrai que la poésie, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, dans des genres très variés. Mais, alors ce mot, il revient tout le temps, mais c'est tellement galvaudé que ça en est... voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai essayé, je crois que je me rattache plutôt dans la famille de la cinéma de poésie, même chez nous, Docteur Chance, je crois. Donc, effectivement, il y a des blocs narratifs comme ça, je sais pas. Et je travaille quand même sur le genre aussi du cinéma, c'est-à-dire entre le western et le film de route, le road movie. Voilà. Oui, enfin, on pourra en parler longtemps de tout ça. Et alors, donc là, c'était vraiment le retour à zéro, parce qu'on m'appelle, on me dit, tu veux pas venir faire un film ? Il y avait très peu d'argent, 7 ou 8 000 euros, mais c'est en numérique. Je dis, non, moi je ne sors pas en numérique. Donc, un copain m'a passé une caméra, un ami producteur. Il me dit, oui, je peux trouver un jeune opérateur qui viendra aussi. Et Kodak, le gars de Kodak, m'a donné de la pellicule vraiment à un prix très dérisoire, quoi. Et donc on a fait. Et je me rappelle, il y a un vieux Portugais qui est venu et dit, oh, mais vous avez une vraie caméra. Ah, je suis sûr que ça ne sera pas comme les autres. Vous, ça sera un bon film. Et c'est vrai que dès qu'on est en pellicule, tout de suite, il y a beaucoup plus, je sais pas comment dire, de discipline. Ça hausse l'exigence, je sais plus. Enfin, il faut se lever à l'heure. Donc c'était une commande d'Arte. Un truc un peu idiot, puisque généralement les gens finissent par se taper sur la figure, qui est confronté les arts de la scène avec de l'audiovisuel, alors que ce soit un artiste vidéo ou un cinéaste, et de l'autre côté de la musique, de l'opéra. Alors évidemment, soit on regarde le film, soit on regarde la pièce, enfin bref. Donc c'est assez amusant parce que ça fait frictionner. Et puis finalement, avec la chorégraphe me dit, oui, c'est une danseuse, moi. Elle me dit, ah bah oui, écoute, on n'a qu'à partir chacun dans notre sens, et puis après on mariera les deux. Et donc moi j'ai fait le film, et puis il y avait 3 segments du film. Enfin, voilà. Et alors donc je me suis retrouvé, j'avais pas tourné depuis 6 ans. Et puis comme je disais, l'histoire des films, c'est pas l'histoire de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, surtout quand on est entre guillemets artiste, tout peut se perdre. Ou se reconquérir, mais en fait c'est pas parce qu'on a écrit un jour un poème qu'on a fait un tableau. Moi je crois que c'est ça. Ou fait un film qu'on saura le refaire. Enfin. Et donc, je suis vraiment revenu. J'ai fait un film de l'enfance de l'art en rigolant. Mais vraiment, à la base, interroger le paysage, parce que c'était une de mes toquades. Je pense qu'il y a le paysage et le visage.
Et voilà. Et puis alors, je cherchais à quand est-ce que je pourrais faire rentrer Elvire dans le plan, dans le film. Et en même temps, c'était, oui, un documentaire affectif par rapport au Portugal où j'étais pas revenu depuis 91. Puisque j'étais juste venu en 91 présenter un film, en pleine grève générale d'ailleurs. Donc il n'y avait personne. C'était les Chiennes. Et j'avais quitté au mois d'août 90 le Portugal. Donc j'étais aux quatre coins comme ça du Portugal. Et j'ai fait un film sur les éléments. Et tourné vraiment en muet. Et vraiment monté en muet. C'est-à-dire que je me suis donné du mal pour monter le film. Le monteur comprenait rien. Parce qu'on l'a commenté donc avec quelqu'un qui manipulait les machines, puisque je l'ai monté en numérique. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai tourné en pellicule. Et puis là, on l'a monté avec un ordinateur, mais je l'ai monté comme j'aurais monté un film. C'est-à-dire que vraiment, en apprenant les rushs par cœur. Les rushs par cœur. Parce que c'est pareil, le numérique, tout le monde touche les boutons. Et même le chauffagiste, à la limite, c'est aussi bien monté que le producteur, qui lui aussi a. Donc après, on se retrouve avec des films où il y a 60 scènes et 5 versions alternatives. Donc c'est un délire, quoi. Alors qu'avant de couper la pellicule, c'est du boulot parce qu'il faut tirer des lignes après. Hein. C'est comme la voile. Des bords. Et puis il faut classer les rushs, etc. C'est toute une usine à gaz. Donc là, alors que maintenant on peut monter un film à 2 personnes, quoi. Et donc là, j'ai vraiment monté le film et muet, pour qu'il y ait vraiment un rythme muet. Et juste à la fin, après je me suis dit, ah oui, on peut s'amuser, comme il aimait bien la musique industrielle, et on essaye, parce que je me levais très très tôt, vers 4-5 heures du matin, et on arrivait au montage vers 6 heures, et c'était très chaud, c'était un été, et on écoutait, alors je me rappelle, on écoutait beaucoup, comment il s'appelait ce groupe, un des groupes de la bande à Tuxedo Moon, Egyptian, Indoor Life. Indoor Life. J'adorais me réveiller, me lever avec Indoor Life à 5h du matin. Archéologie. Voilà. Et puis Elvire avait un maxi, enfin oui, c'est maxi ou 33, je ne sais plus, mais c'était assez court. Un pressage allemand, mais même pas 500 exemplaires, Massacre Records, d'un live de Throbbing Gristle, mais historique, mais qui était incroyable. Et donc j'ai eu l'idée comme ça, si on essayait ça. Et comme si, pareil, il y a quelqu'un, un grand ordonnateur, sur les tournages, mais aussi au montage tout le temps, il y a un esprit qui plane sur les choses, souvent. Hein. On n'est pas responsable. C'est les mégalomanes qui croient qu'ils ont tout fait eux-mêmes. Et l'idée vient de mettre ces morceaux, et avec 3 coups de ciseaux, c'était fait. Mais en fait, le film a vraiment été monté de façon tout à fait muette. Et ensuite, et là, d'un seul coup, quelque chose de vénéneux est rentré dans le film. Et le 3e terme, puisqu'il y avait des mots, des images et du son, d'un seul coup qui est venu. Comme on parle de montage et de musique, c'est comme George Miller quand il a monté son premier Mad Max. Donc ils avaient pas trop de thunes pour faire le montage et donc il avait juste une vieille bécane pour le faire et donc il avait monté le film dans une version en noir et blanc sans aucun dialogue, avec aucune musique parce qu'il avait pas le support pour le faire. Et Miller, il racontait justement que pour lui c'était très intéressant comme expérience. C'était même mieux que le tournage qui pour lui avait été horrible, et parce que justement il pouvait monter un peu comme à l'époque du muet et il essayait de faire un montage qui serait presque comme du rock'n'roll visuel justement, et donc ça participait un peu de cette manière de faire, d'essayer de retrouver comme une pureté du muet. Absolument, mais en plus vraiment là on parlait de Mad Max, moi je trouve quand même les 2 premiers sont quand même bien mieux que le dernier. Ah, les 2 premiers sont exceptionnels. Les 2 premiers sont exceptionnels. Ah, ouais. Alors, bon, le 3e, un peu baba, machin, de la croisade, là, mais le premier, texte. Ah, le 3e est bien. Moi, Oui, je j'aime sais, bien tous les mais j'ai Mad des Max. difficultés parce que c'est tellement à l'infini. Pour dire, c'est quand j'ai fini le montage des films, je me les regarde sans musique et sans parole. Ah oui. Et si le film, parce qu'on est quand même passionné par ce qu'on fait, peut-être que ça serait un petit peu dur et janséniste comme épreuve, si je faisais ça pour le public. Et quand le film me plaît, quand je sens qu'il est là, juste l'image, le montage est bien, ça veut dire. Alors, il y a un livre de Michel Collery qui s'appelle FJ au 100, cinéaste à la lettre. Et d'une certaine manière, tes films sont très littéraires dans le sens où ça peut parler d'Antonin Artaud,
beaucoup de références, mais ton cinéma est également, je dirais totalement, un cinéma de cinéaste. Et en fait, dire de toi que tu es un cinéaste littéraire, à mon avis, c'est un contresens. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'utiliser le son, l'image, le hors-champ, etc. En fait, toi, tu es contre justement cette idée de tautologie. Et tu essayes à chaque fois que chaque élément puisse apporter quelque chose à une matière qui sera une matière cinématographique. Voilà. C'est-à-dire que c'était un peu ma chance de faire des films sans argent. Parce que j'ai donc dû faire cracher ses entrailles je sais pas quoi dire, au vocabulaire ou à la grammaire cinématographique, plus ou moins. Voir comment arriver à raconter. Parce que j'ai pas changé. Il y a des gens qui disent ah ben non, j'ai pas mes 8 millions d'euros. Je renonce. Moi, non. Je fais quand même le film avec un 5e du budget. Et donc, on découvre quand même que c'est un engin qui a quand même beaucoup de ressources. Voilà. À part ça, il y avait une plaisanterie. C'est Bernard Noël qui me disait oui, dans ce monde, ce qui paraît littéraire l'est le moins, et inversement. C'est-à-dire qu'il disait que ce qui paraissait, notamment des critiques de cinéma littéraire, c'était justement où il n'y avait pas du tout de littérature, et l'inverse. Par contre, ce qui était vraiment littéraire et travaillé, cheville au corps, leur paraissait anti-littéraire. Voilà. D'où ce qu'on disait tout à l'heure sur la poésie et le terme poétique qui est utilisé n'importe comment, alors que la poésie, justement, est un continent très, très précis, avec, qui part dans tous les sens, avec l'épopée, avec la poésie lyrique. Oui, c'est un peu en déshérence, c'est vrai, la poésie. Il n'y a plus beaucoup de lecteurs, peut-être. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait si peu que ça, où il y a des tendances un peu bizarres qui prennent le dessus sur tout le reste. Mais ça n'empêche pas que je reste quand même un grand lecteur de poésie, étant pressé. Puis c'est vrai que c'est quand même plus intéressant quelquefois de boire avec des amis jusqu'à plus soif, en racontant d'histoires à dormir debout, que se plonger dans un roman à dialogue de 500 pages. Donc la poésie, c'est rapide, comme le rock'n'roll aussi. Mais le rock'n'roll aussi, c'est la poésie, parce que je pense que le rock'n'roll, enfin le rock'n'roll au sens large, a pris beaucoup d'une espèce de poésie populaire, quoi, qui n'a plus de public, ou du moins les gens écoutent de la musique et vivent. Et c'est vrai que des gens comme Stromer avaient beaucoup plus de poésie, on pourrait dire existentielle. Et Stromer, justement, à la fin des années 90, début des années 2000, il avait une émission de radio sur la BBC, et donc on pouvait voir un petit peu toute la versatilité de sa connaissance musicale. Il y aura à la fois du punk anglais classique, il y avait du folk, mais aussi de la cumbia des Andes, justement. La première fois que je l'ai vu, j'ai été le voir à Londres. Je sais pas. Et quand il est revenu me voir à Paris, que ce film allait se faire, possiblement, mais je sais pas, il avait tout de suite été nouveau bien coiffé, il a fait un régime, pris ses vitamines, tout ça. Et non, mais pour dire, c'était rigolo, parce que bon, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est vrai, le film ne se faisait pas, il me dit, ouais, au sang, on a trop rêvé. Et puis bon, alors moi je lui envoie juste So Long Joe, et c'était une photo de Scott Fitzgerald avec une nouvelle qui s'appelait Sans faux départ. C'était une revue où il y avait cette traduction. Et je lui envoie ça. Et il lui a 5 heures, parce qu'on communiquait par fax, à 5h30 du matin, je reçois From the corpse of universe, you're right to sing, let's go to Chile. Donc c'était quand même très amusant, quoi, cette façon d'être. Il y a un acteur, moi, que je trouve fascinant dans tes films, c'est Lionel Tuat. Oui, ça, il était très Goumbia. Qui joue Tanzanie dans l'affaire des divisions Maurituri, qui ensuite joue des rôles. Il apparaît dans Zona Inquinata. Oui, Zona Inquinata, exactement. Donc qui est là depuis Zona Inquinata et qui a fait tous tes films. Et c'est incroyable de voir des acteurs. Et en fait, d'une certaine manière, on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'œuvre. Je t'embête avec ce terme d'œuvre, mais avec lequel tout à coup des acteurs vont jouer des variations sur un personnage et vont changer de personnage. Et j'ai l'impression que ça apporte quelque chose en fait à la filmographie. Oui, mais beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de réalisateurs qui sont comme ça, parce que c'est vrai qu'on regardait, je sais plus. Oui, par exemple, oui, c'est quelqu'un comme j'admire beaucoup, comme Peckinpah. Justement aussi à propos de fin, il y a des personnages qui rentrent, qui sortent, etc. À la fois, moi j'aime bien mélanger des gens très différents qui peuvent être des proches comme ça, des gens qui viennent que ce soit Elno ou Stromer ou Lionel Tuat ou des jeunes acteurs sympathiques et avec des gens plus rodés comme
D'ailleurs, qui sont souvent des romériens. Parce que Romer était un sacré découvreur d'acteurs. Parce que ça soit Fedor Atkin ou Patrick Beauchot, pour qui j'avais de l'amitié, on s'est rencontrés, il a failli tourner, ou le formidable Pascal Grégory, sont des gens qui viennent de Romer. Et ça fait sacré comédien aujourd'hui. Ah non, moi je mets très haut Romer. Et comme auteur, justement, c'est un des grands auteurs littéraires au bon sens du terme. Enfin, je veux dire, c'est comme La Maman et les putains. Dites-moi quelle pièce de théâtre vaut La Maman et les putains en ces années-là. Il n'y en a pas. Et Romer, c'est pareil, c'est quand même formidable d'écriture. Enfin. Et à la fois, bon, c'est un film fait de bouts de ficelle, que je respecte beaucoup, parce que lui, il a raté complètement son démarrage, contrairement à Truffaut ou Godard. Et après, il fait des courts-métrages, enfin. Voilà. Et alors, donc, on parlait de fin qui n'était ni faite ni à faire. Et bien, justement, je lisais un truc de Coburn qui parlait de la fin d'un film qui est un des plus grands films anti-guerre, qui est Croix de fer, que j'ai vu à sa sortie. J'adore ce film. Voilà. Oui. Et qui est un film comme Rendez-vous avec la peur, un film qu'on peut voir tous les mois, pratiquement. Je sais pas, il est inépuisable tout en étant. Et alors, donc, il était produit par un producteur allemand de films pornographiques. Et donc, je ne sais plus de quelle femme apparaît dans le film, qui était sa femme, qui était une star du X. Et il s'en foutait complètement. Il voulait pas Peckinpah au début. Et puis, il dit, là, je commence à l'avoir marre là, du gaspillage de pellicule. Là, la fin, je veux la fin. Et puis, il raconte, tout le monde s'est mis à partir dans tous les sens, à courir. Et à un moment donné, Maxime Yanchel a perdu. Alors, lui, il était avec ses 3 caméras, parce qu'il y avait plusieurs caméras sur le tournage. Et à ce moment-là, Maxime Yanchel tombe son casque. Et l'autre dit, ouais, maintenant je vais t'apprendre. Voilà. Et comment trouver ? Et c'est là que Peckinpah dit, ouais, je l'ai la fin. Donc même de très grands réalisateurs peuvent avoir inventé. On va dire, moi, quelquefois, les fins étaient trop coûteuses, autre chose. Il fallait. Oui, puis moi, j'aime que les happy end. Donc, je fais des happy end. J'aime bien quand il y a un happy end catastrophal. Non, mais c'est intéressant parce que libératoire et catastrophal. C'est ça, dans la fin de tes films, en fait, que moi j'apprécie énormément, c'est que justement, d'une part, il n'y a pas de fin, et puis d'autre part, effectivement, comme tu dis, c'est catastrophal. C'est-à-dire que je prends la fin des Trésors des Illichiennes, par exemple, tout se délite. Mais ce délitement, il est important. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on est à court de pellicule, etc. Il y a un délitement qui crée quelque chose au niveau esthétique, qui crée quelque chose au niveau de l'œuvre. Et la fin de Neuf Doigts, par exemple, elle est très très belle parce que justement, ces gangsters qui disent « Bon, nous sommes des gangsters, nous avons un rôle à tenir qui est un rôle de gangster », ils arrivent donc sur cette île et donc nous allons chercher du secours. Et finalement, on les voit grimper une colline, redescendre, etc. pour rien. Et tout à coup, on se rend compte que Pascal Grégory, donc Ferrand, a quand même dans son sac quelque chose un petit peu... Mais c'est une fin qui est magnifique. Fais attention aux politiques et aux moralistes. Moi, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'il y a un programme et on va au bout du programme. Ouais. Mais disons que ce qui est très curieux, parce que c'est vrai que mes films qui ont quand même été toujours mal reçus, que ça a toujours été là aussi, parce que quand même, y a des gens qui voient mon itinéraire comme une catastrophe. Bon, le pauvre, il n'a pas fait beaucoup de films, c'est vrai, mais bon. Et je ne pouvais pas en faire plus, je crois. Parce que c'est vrai, il faut presque que je fasse oublier le film précédent. Mais quand on oublie le film précédent, eh bien, on n'a plus de passé, donc c'est pas facile non plus. Et comme j'ai jamais vraiment eu de succès, donc c'était La Croix et la Bannière pour faire le nouveau film. Et à l'époque de ma jeunesse moyenne, disons, il y avait 3 portes d'entrée. C'était l'Avance sur 7, l'Arte ou Canal. Et comme j'étais en cours ni chez Arte ni chez Canal, puisque j'ai jamais eu Arte, ils ne sont jamais d'ailleurs pris les chaînes, alors qu'ils avaient payé la moitié, puisqu'en fait, on avait eu, par entre-gens d'un producteur, la 7 Arte, qui était l'ancêtre d'Arte, mais en version câble. Et donc, il suffirait qu'ils ajoutent une petite somme et ils auraient eu le film. Non, ils n'ont jamais voulu, ni aucun film. Canal, pareil, ça a été presque un accident. Moi, j'ai cru que c'est parce qu'on avait un magnifique casting. Parce qu'on avait quand même Marisa Paredes, Fedor Atkin, Joe Strummer, enfin, les Stooges en bande-son, Ken Club. Non, je crois que c'est juste parce qu'il n'y avait pas le quota de films français. Et
C'est ce que me disait quelqu'un, mais non, il ne devrait pas passer ton film comme un film porno à 4h30 du matin. Donc la première du film sur Canal a dû être à 4h du matin. Voilà, ou 2h, je ne sais plus. Mais alors donc voilà, donc c'était toujours compliqué. Mais j'ai eu la chance parce que comme je suis rentré un peu par effraction à l'école, que j'ai eu pile ou face, bon, c'est la guerre, le marathon. Après on fait des films, mais après donc je me suis retrouvé à voir que ce soit Zola Inquilata, qui était déjà une maquette en fait, si on peut dire, de long métrage sur 20 minutes, avec acte 1, une compression de long métrage, de film noir un peu. Et ensuite, donc, qui était à Cannes, la perspective du cinéma français, comme a été Moriture ensuite. Bon, j'avais finalement un film, quoi. Mais si j'avais dû, moi, venant d'Aurillac, de Plancoët ou de Carcassonne, pour arriver à décrocher une aide au court-métrage, j'aurais peut-être jamais eu. Et donc, j'aurais jamais pu faire du cinéma. C'est ça, le truc, quand même. Après, il faut quand même faire une première chose. Et c'est tout ça, ces systèmes, c'est que c'est pas facile non plus. Donc, je ne vais pas me plaindre quoi, pour ça. De quoi on parlait la dernière chose? J'ai pas fini ta question. Oui, et les acteurs. Et je te parlais de Lionel Tua que je trouve moi Lionel Tua, ça a été là depuis le début en fait. Oui, il était là, c'était chouette parce qu'on a présenté ensemble Docteur Chance, Les Chiennes, et puisque chaque semaine on présentait au Saint-André-des-Arts. Et Lionel, qui a démarré, je crois, à 18 ou 19 ans, et qui est rentré, comme le reste, par hasard dans mes films. Puisque j'étais très proche de Cordier, puisque on lui a publié quasiment le seul livre qu'il a écrit, puisqu'il y a eu plusieurs livres qui étaient annoncés, comme un gros roman qui s'appelait Artoise, etc. Et on a publié une pièce de théâtre qu'il n'a jamais montée, mais qui était très conséquente, puis ça fait quand même 170 pages serrées, grand format, qui s'appelait Song de Hatti dans Babylone Sifrod, qu'il n'a jamais monté. Donc ça s'est encore moins vendu que la poésie qu'on avait pu publier. Et donc toi, que tu avais édité à l'époque avec ces éditions. Voilà, exactement. Et donc puis j'avais fait une interview un peu importante pour une revue qui s'appelait Axe Sud. Et après, je le voyais. Donc lui, il a tourné avec sa fiancée de l'époque, qui s'appelait Leslie Stills, qui est morte, la pauvre, et qui était une copine d'Aimée Coones, qui est une Anglaise. Et j'avais toujours été très impressionné parce qu'à 22 ans, directeur du théâtre de l'armée américaine. Il a fait un seul film qui est très intéressant, qui s'appelle Fenderlandien. En fait, c'est un type il a traduit quand même avec Lebel. Ah oula. Il a d'Allen Ginsberg. Et alors donc, il avait son cours qui s'appelait Atelier Workshop Robert Cordier, où il montait des pièces avec les étudiants, etc. Et donc, j'avais connu comme ça Philippe Sfez. Non, il me dit viens. Et puis on sympathise avec Philippe Sfez. Qui donc joue Bruce Satarenko dans Morituri. Voilà, et qui avait pris des cours parce qu'il devait jouer, ou il avait joué un premier film, qui s'appelait La Bête Noire, un film, voilà. Et puis je l'ai dit, venez les gars, on tourne. Et c'est là aussi que le muet est rentré dans le film. Et il est arrivé avec un autre gars, un copain à lui, qui s'appelait Lionel Tua, et qui était un peu, pas son homme à tout faire, mais il s'occupait des lumières, de fermer, et qui venait d'Istres au départ, et qui est un type fabuleux, qui est Lionel Tua. Et les deux arrivent, mais comme je tournais 2 jours plus tard, ils n'avaient pas appris le texte. Et donc, dès le début, j'ai dû quand même rester fidèle au cinéma muet, puisqu'ils ne savaient pas le texte. Et là, donc, tout passait en voix off, où on disait « E finito ragazzi », et puis on passait en voix off, etc. Et tout le film a été fait comme ça. Et donc, lui, tu jouais Gianni Mercedes-Benz, le Texan. Donc, c'était joué par Cordier, voilà. Et puis là, ça a été une rencontre fondamentale parce qu'il n'aurait jamais imaginé faire du cinéma. Il n'imaginait pas du tout que ça pouvait se passer comme ça. On dit, dis donc, c'est génial si c'est ça le cinéma. Et ensuite, il est revenu sur Morituri, encore avec Sfez. Et puis après, il n'avait pas été vraiment pris dans le casting par Branco, tout ça, qui voulait quand même. Et il dit, oui, mais tu sais, il fera les photos de plateau, et puis j'ai besoin de quelqu'un qui puisse passer. Et donc, il est resté 7 semaines sur le film. Ah, donc il s'est immiscé dans Les Chiennes. Voilà. Et oui, j'ai toujours des tours de passe-passe pour faire rentrer. Je suis très têtu quand même. Et en même temps, c'était génial parce que j'inventais une scène pour pouvoir filmer un décor. Ah ben voilà, donc Fabiano, qui avait un petit rôle, est devenu quand même un rôle très conséquent. Et voilà. Et donc, après, bien sûr, après il est venu, comme je suis snob aussi,
Il est venu 5 jours pour tourner la scène des Dr. chiottes. Chance. Il est venu au Chili, Ouais. qu'on a tourné en faux studio en plus. Et il a attrapé une cystite. Parce que déjà, à l'époque, Valparaiso était, non mais on rigolait, mais c'était pas drôle, parce qu'il souffrait. C'était des nids de puces, de tout. Enfin, il n'y avait plus d'hôtel, quoi. Déjà, c'était un port pour gogo de la mélancolie, comme je dis. C'était plus comme ça, les marins désespérés qui avaient passé les caporniers qui allaient repartir, qui rencontraient une prostituée qui devenait l'amour de leur vie. Mais ils lui écrivaient tout simplement. Il y a tous ces récits très étranges sur Valparaiso. Et alors donc, qui a été tué par le canal de Suez, en fait. Non, de canal de Suez, de Panama. Voilà. Et donc, les hôtels étaient... Mais nous, c'était quand même plus pratique. Et c'est vrai que les hôtels étaient pas chauffés, avec des tas de bestioles. Enfin, personne ne dormait, sauf pour tirer un coup en vitesse. Voilà. Et alors, je ne sais pas s'il y avait, mais le pauvre, mais il était bien malade quand il est rentré. Mais il a quand même tourné magnifiquement le personnage de l'Espagnol. Et on retrouve aussi chez toi des figures et des personnages qui sont récurrents, notamment la figure du bon docteur. On le voit dans Docteur Chance, dans Neuf Doigts. Ou le pharmacien, Georg Trakl, qui tout à coup se transforme en pharmacien. Voilà, ou alors il y a des gens qui ont le même nom, mais qui ne sont pas du tout la même personne. Ah Parce oui. que ça se réincarne comme ça. Stéphane Ferrara, qui revient. Ouais. Ah oui, Stéphane Ferrara, qui est aussi un grand ami, et mais dont la présence a été très, très importante pour moi. Alors pourquoi cette figure du docteur qui apparaît quasiment partout dans les films? Parce qu'il n'y a pas d'homme de médecine. Le guerrier, le médecin, le prêtre ou je sais pas. L'homme médecine, c'est vraiment... Oui, oui. Puis c'est la drogue, c'est tout. C'est la médecine, c'est... Oui. Puis moi, dans ma vie, je sais pas, les médecins. J'aurais dû être médecin. Puis pour moi, je sais pas, la poésie et la médecine, ça va ensemble. On va dévaliser le stock de la pharmacie. Viens. Oui, Trakl était pharmacien militaire. Et oui. Pour pouvoir Oui. Voilà, et puis beaucoup de médecins quand même. Enfin bon, je connais pas mal d'histoires de blagues internes ou de drames internes à la guerre de 14. Voilà. Et mon grand-père était médecin. Voilà. Il a fait 10 ans d'armée sans être militaire de carrière. Voilà. Donc c'était quand même le XXe siècle, c'était pas si facile. Hein. Donc tu as dans Docteur Chance, tu as un personnage qui est Georg Trakl, pharmacien, qui donne une espèce de filtre d'amour. Alors c'est intéressant parce que tout à coup je me suis dit, mais c'est intéressant, il y a quelque chose du roman arthurien un peu dans tes films. Côté peut-être bressonien justement. Oui. Et d'un autre côté, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans tes films, il y a beaucoup de références. Et une fois, je t'en avais fait, juste après Neuf Doigts, je t'avais envoyé un message en te disant « Ah, j'ai cru reconnaître dans le personnage de Drella, dans Neuf Doigts, quelque chose qui ressemble à La morsure du vampire de Todd Browning, etc., telle référence. » Et tu m'as répondu en me disant « Mais oui, d'accord, ce sont peut-être des références, mais c'est pas le plus important, il faut voir les films pour ce qu'ils sont. » C'est-à-dire que toi, tu as un réseau de références, Artaud, Georg Trakl, etc. Sauf que tu m'avais répondu en me disant « Mais regarde le film au premier degré d'une certaine manière. Ça, c'est mon histoire à moi, c'est mon matériau, je me débrouille avec. Et toi, regarde-le tel qu'il est. » Oui. Ben, c'est-à-dire que ça m'alimente, bien sûr, parce que c'est vrai que cette Audrey-là, elle est plus... je ne sais pas si on le sent dans le film, mais c'est vrai qu'elle est dans les couloirs, elle arrive, on ne sait pas si elle dort, les couloirs du bateau aussi bien que les couloirs de l'hôtel, enfin du manoir. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faudrait bien se garder dans tes films de vouloir absolument, nous, en tant que spectateurs, faire une espèce d'érudition en disant j'ai repéré tel élément. Oui. En fait, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance, sauf que finalement, on est toujours le publicitaire de ce qu'on aime. Donc évidemment, comme j'étais fou de Trakl, et puis que c'est des vies quand même extraordinaires sur lesquelles on peut songer, rêver, divaguer, à perte de vue. Parce qu'il quand même il est mort, il s'est suicidé après la plus grande bataille, quasiment la seule grande bataille que les Russes aient emportée sur les Autrichiens, mais qui a été un désastre. Il a vécu, il a sans dormir quoi. Et puis de toute façon, il y avait tellement de blessés, ça avait été tellement de catastrophes qu'il fallait faire une croix. Parce que mon grand-père a aussi connu sur les toxiques, parce que pas mal de médecins, c'était tellement atroce, mais à partir du moment où les blessés avaient plus, voilà. Et alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'il n'avait pas d'amis, sinon son éditeur,
Bon, il y avait bien sûr sa sœur qui était assez proche, et il avait qu'un seul admirateur, enfin, un fan éploré, c'était Wittgenstein. Et Wittgenstein est arrivé, on l'avait mis en terre depuis une semaine. Donc rien que tout ça, ça fait une circulation quand même folle. Voilà. Mais sinon, oui, je suis un peu le publicitaire, donc de ce que j'aime, donc que ce soit les musiques, et je me suis aperçu que ceux qui aiment bien mes films, en fait, ils s'intéressent à savoir qui est machin, et donc ils découvrent, et c'est amusant, quoi. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup FJ au 100 du temps que tu as bien voulu nous consacrer. Merci beaucoup à Elvire, qui était l'ange gardienne qui veillait sur nous durant toute la durée de cet entretien. Merci au Ciné ETNB de nous avoir accueillis au sein de leurs locaux pour pouvoir faire cette interview. Et bien évidemment, merci à Benoît qui m'a aidé à préparer et à gérer cet entretien. C'était la deuxième partie de notre entretien avec FJ au 100. On se retrouve la semaine prochaine. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir.